On travaille sur les prairies le plus possible pour avoir justement des valeurs alimentaires qui soient plutôt bonnes en termes de date de récolte de fourrage, de manière aussi l'hiver à avoir des rations qui soient équilibrées et en achetant le moins possible de produits à l'extérieur. Donc on recherche l'autonomie au maximum. La partie céréale nous permet d'avoir des couverts végétaux qui vont servir au pâturage des animaux ensuite. Bonjour, Frédéric Richard, donc agriculteur en GAEC avec mon frère, deux associés. Notre maman est partie en retraite depuis la fin d'année, donc on se retrouve à gérer ensemble une ferme d'élevage et de production de volailles en label rouge avec 3 bâtiments. Et puis un atelier vache allaitante aujourd'hui avec environ 160 vélages et une production de veaux mâles broutards qui partent sur l'Italie et l'engraissement d'une grosse partie des vaches de réforme. La ferme, en gros, c'est environ 270 hectares de surface. Et sur ces 270 hectares, on a entre 25 et 30 hectares annuellement de céréales. C'est blé, triticale. On a tenté les protéagineux à une époque, mais chez nous, compte tenu des conditions climatiques, avec des gels tardifs au printemps, avec des stress hydriques au printemps, ça n'a jamais été très concluant. Donc on est revenu à des fondamentaux qui sont simplement les céréales. Et puis l'utilisation on travaille sur les prairies le plus possible pour avoir justement des valeurs alimentaires qui soient plutôt bonnes en termes de date de récolte de fourrage. Donc c'est vraiment un travail important pour nous, de manière aussi l'hiver à avoir des rations qui soient équilibrées et en achetant le moins possible de produits à l'extérieur. Donc on recherche l'autonomie au maximum et la partie céréale nous permet les années normalement où on fait une récolte en période correcte en termes de date, d'avoir des couverts végétaux qui vont servir au pâturage des animaux ensuite. Alors sur la partie travail de sol, en fait, il n'y a plus de charrues sur la ferme depuis pratiquement 20 ans. On a retenté à une époque parce que on se disait que c'était peut-être la façon la plus simple de sécuriser le système, c'était d'utiliser la charrue d'arrière-prairie. Et puis bon, on a très vite abandonné parce qu'on s'est rendu compte que c'était pas vrai, parce qu'il y a le temps de travail. Et puis ensuite, dans les parcelles en pente, le risque d'érosion est très fort. Les cailloux, on les remonte systématiquement, donc si on remonte des cailloux, il faut les ramasser. Et puis, c'est cramer toute cette matière organique, quoi. Quel est l'intérêt de cramer de la matière organique et de renvoyer du CO2 dans l'atmosphère, quoi. Il n'y en a pas. Donc plus de charrues sur la ferme et plus de travail du sol depuis 20 ans. On est arrivé à la CS, on va dire, de façon un peu bizarre. C'était simplement pour réduire les coûts des pièces d'usure, parce que dans des sols qui sont très sableux, c'est environ 85% de sable, donc voilà, c'est très usant. Et dès qu'on attaquait à labourer une prairie, les pointes de charrue faisaient maximum 10 hectares. Donc c'était un temps fou passé, et on s'est dit, voilà, pourquoi est-ce qu'on tenterait pas de faire différemment? Donc avec l'aide d'un voisin qui s'était équipé très très tôt, lui, en 1997 ou 98 je crois, d'un Smart de Smith Direct à disque, on a fait des essais, et puis bon, c'était pas concluant, mais en fait c'était pas concluant parce qu'on savait pas faire, tout simplement. On n'avait pas les bonnes méthodes, on n'avait pas la bonne technique, et donc on a pris le parti de le faire avec le matériel dont on disposait sur la ferme, simplement pour réduire les coûts de fonctionnement et les pièces d'usure. Et puis on a découvert ensuite un petit peu plus l'agronomie avec les couverts végétaux, et on s'est dit oui, en fait ça correspond tout à fait à ce qu'on voudrait faire, et on l'a mis en place à partir de ce moment-là. Et ensuite on a basculé en 2012 au SMI direct sans travail de sol, avec un semoir spécifique à dents, capable de semer directement les céréales sur les prairies et de faire des sursemis de prairies dans les parcelles en pente où l'été avec la sécheresse tout grillait. Donc voilà, c'était vraiment quelque chose pour nous qui nous semblait évident, mais voilà, il nous a fallu quand même 10 ans avant d'arriver à trouver le système qui fonctionne le mieux sur la ferme. Si on avait su depuis le départ quelle méthode, comment appliquer les bonnes méthodes, la première déjà, c'est de ne pas détruire la prairie trop longtemps à l'avance. Nous, c'est avec le recul, c'est le conseil qu'on se donne, c'est-à-dire que j'ai coutume de dire que c'est comme avec une vache et avec le rumen, plus on fait une modification brutale de l'alimentation, plus il y a de chances que ça se passe mal, plus on fait une transition longue, plus il y a de chances que ça se passe bien. Et sur la prairie, c'est la même chose. Pour moi, le fonctionnement du sol, il est comparable au fonctionnement du rumen de la vache. Donc on fait des transitions qui sont longues et on ne veut pas que la prairie, elle
elle grille brutalement à sa destruction. On veut qu'il y ait vraiment un passage du vert de la prairie au vert de la céréale qui puisse passer presque inaperçu. Ouais. Voilà, c'est ça. Et donc dans la gestion des limaces, dans la gestion de plein de choses, on s'est rendu compte que c'est ce qui fonctionnait le mieux. En termes d'itinéraire, on laisse les vaches dans la parcelle, dans la prairie qui va accueillir la céréale à l'automne le plus longtemps possible, idéalement jusqu'à la veille de la destruction de la prairie. Et puis ensuite, c'est un glyphosate donc avec des doses limitées. Hein. On n'a jamais travaillé à plus de 3 litres hectare en destruction de prairie, en très bonnes conditions, donc de l'hygrométrie. Voilà, il faut que ça fonctionne et c'est vraiment une étape indispensable. Et ça, la destruction, elle intervient jusqu'à 48 heures avant le semis. Voilà, et ensuite on fait le semis et on observe. Ça permet de rencontrer des gens qui ont des expériences et du recul sur des techniques dans des contextes qui sont différents des nôtres. Ce qui est intéressant, c'est aussi d'aller voir des gens qui ont des contextes différents parce que les solutions qu'ils adoptent chez eux, elles ne seront pas forcément compatibles avec celles qu'on adopte chez nous, mais il y a souvent des similitudes et des points qui ont été éclaircis chez d'autres qui peuvent permettre d'éclaircir chez nous, voilà, sur certaines difficultés. Et donc, de toute façon, voilà, le groupe sera toujours plus fort que le plus fort du groupe. C'est ce qu'on dit couramment, mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'individuellement, on a des solutions, collectivement, on en a beaucoup plus. Et c'est ce que le groupe peut apporter, et notamment AgroLeague peut apporter. Bonjour, Étienne Gauthier, agronome chez AgroLeague sur le secteur Est, spécialisé sur les systèmes polyculture élevage. Ma spécialisation, c'est vraiment sur cette combinaison culture prairie, culture céréalière ou culture industrielle. Grâce à mon historique de mes parents, où mon père est agriculteur en système Normandie en élevage allaitant sur prairie, et mes grands-parents éleveurs laitiers en Savoie en montagne, où j'ai vraiment appris déjà grâce à ces systèmes et travaillé sur une ferme voisine en culture industrielle. J'ai poursuivi mes études dans le domaine en agronomie en études supérieures, et depuis une petite dizaine d'années, voilà, j'ai travaillé sur plusieurs expériences en grande culture, céréalière, industrielle et aussi de l'élevage, afin de combiner au mieux tous ces systèmes et que ce soit le plus fertile possible. Donc le thème du Tour de Plaine d'aujourd'hui est sur la fertilisation azotée des céréales après prairie, où souvent des fois les premières années c'est un peu compliqué, on n'atteint pas les objectifs de rendement. Et en fait on a essayé vraiment de comprendre pourquoi toute un peu des fois cette carence ou cette faim azotée des céréales d'automne après prairie. On n'arrive pas à coïncider ces systèmes alors que ça peut avoir des grandes forces. En zone d'élevage et en année de sécheresse, on a des sols donc, qui sont, nous, très riches en éléments grossiers, donc très usants. C'est pas l'humidité qui nous embête, nous, c'est le sec, et parce que du coup, ça crée un piétinement de surface. Et ça fait une espèce de petite pellicule d'1 centimètre qui empêche tout l'oxygène de passer. Et c'est un des bénéfices du sursemis, c'est qu'avec le semoir et à la dent, on arrive à casser cette petite semelle, ouais. Cette petite semelle, et on ramène un petit peu d'oxygénation au sol. Et ça, on voit vraiment la différence, quoi. Et là, voilà, un peu ce que je voulais vous montrer, c'est que voilà, on voit que voilà, on a un système là beaucoup voilà, comme vous connaissez, avec beaucoup de racines. Et on voit que la structure, ça c'est vraiment l'intérêt du non-travail du sol après prairie, c'est que tu gardes toute cette structure vraiment très belle. Mais par contre, on voit qu'au niveau, et c'est un peu le défaut des prairies, c'est qu'au niveau, là on voit un peu, tu vois, ta semelle un peu compactée en surface, donc tu fais vraiment bien de la décompacter. Mais par contre, on voit que tu vois, il y a peu d'activité biologique. Enfin, en prairie, on est toujours un peu faible, on a l'impression, mais quand tu fais des trous, tu ne retrouves pas énormément de vie, c'est pas très riche. Et ça, c'est lié notamment un peu de l'aspect carbone labile, enfin résidu un peu frais, pour équilibrer un peu cette grosse teneur en... Parce que les racines de raie grasse, ça vient à peu près 2 mois, enfin ça se recycle tous les 2 mois. Donc en fait, tu as beaucoup de restitution de racines dans les prairies. Et pour que ça puisse se dégrader, comme on a vu, les racines de raie grasse, c'est un rapport de 51, ça a du mal à réagir, quoi. Donc là, c'est l'eau oxygénée, ça, on a déjà fait un peu des tests ensemble. Et bon, là, on voit que ça régit très fort, donc c'est plutôt bien, mais là, ça va prendre du temps à se dégrader, quoi.
Donc là, ça montre un peu l'activité biologique qui est en train de se faire. Et là, tu avais fait un apport de fumier, tu m'as dit, c'est ça? Ah, l'automne dernier, ok. C'est un peu le phénomène qu'on voit souvent et je pense que c'est pour ça, comme disait tout à l'heure là, Christophe, de pouvoir restituer plus de matière verte, notamment un couvert d'été, pour pouvoir mieux implanter une céréale d'automne. Pour moi, ça pourrait être un levier intéressant pour encore mieux garantir l'alimentation azotée, l'activité biologique et la dégradation de la prairie pour l'implantation de la céréale, où on y arrive déjà, mais pouvoir faire mieux ou autant avec un peu moins de fertilisation. Je pense que la préparation en amont d'une destruction, ça aide bien quand même. On a peur de laisser du fourrage au sol, mais c'est vraiment, comme tu dis, moi j'ai appris pareil, c'est pour ça que j'aime beaucoup les vaches aussi, c'est que j'ai appris grâce aux vaches qu'en fait le rumen fonctionne comme un sol. Et si, pour faire vivre des bactéries, c'est pas avec que du foin qu'on va y arriver. Enfin, ça va être... Et le foin, on l'a là en fait, dans toutes ces racines-là, très riches. Et de pouvoir restituer plus de résidus frais, riches en sucre, en azote soluble, ça va vraiment aider à la dégradation et à l'activité et ça pourra vraiment aider. Et notamment dans le Doubs, il y a un agriculteur qui a essayé, il a dit bon bah ok, je vais essayer. Il a des endroits où il a fait, au lieu d'exporter, ces deux coupes, il les a laissées au sol et il a beaucoup mieux dégradé la prairie pour le semis d'automne. Ça repart limite beaucoup moins avec un système bio. Lui. Et il a fait 2 broyages de ces coupes. Et après, il a fait un déchemeur à disque. Et les touffes de dactyle repartent beaucoup moins qu'à l'endroit où il a fait tout le temps d'exporter et semer directement. Quand tu restitues au sol aussi, je pense que tu fais le cycle de la plante qui alimente le sol. Tu n'es pas tout le temps en train de la stresser et toujours à faire face de la racine des feuilles. Et du coup, pour implanter une céréale, c'est pertinent, quoi. Le fait après de restituer ça au sol, tu stimules énormément la vie biologique. Ce qui fait beaucoup de mal dans les prairies de tassement, c'est pas la sécheresse, en fait c'est l'arrêt de la non-activité biologique. Quand tu as un arrêt de l'activité biologique, en fait là le sol est en stand-by complet et du coup ça bouge pas, il n'y a rien qui vit. Et c'est pour ça que peut-être d'exporter ça alors qu'on est dans un système où on est en déficience azotée, de pouvoir le restituer ce couvert riche en azote, ça explique aussi une meilleure structure pour la suite, quoi. On s'est aussi rendu compte, on a des parcelles qui étaient très sales, des herbages qui n'avaient pas marché, ratés, des agrostis, enfin tout un tas de trucs. Donc avant de semer les couverts, il avait mis un coup de glypho partout pour nettoyer. Toutes les parcelles sales. Enfin, un coup de rampe, à droite à gauche, c'était sale et tout. Le couvert, là où c'était propre, le couvert faisait 1 mètre, il y avait des têtes de tournesol qui étaient prêtes à fleurir. Là où il n'a rien possé, il n'y avait rien, c'est-à-dire plus de céréales qui étaient hautes comme ça. Et donc après, à semer, à travailler, là où le couvert faisait 1 mètre... Ça va tout seul. Ça va tout seul. Mai 2019, donc on sentait déjà bien arriver la sécheresse. Donc trouver des stratégies pour faire un peu de bouffe. Donc on avait des prairies qui étaient vieillissantes. Donc il y a une parcelle, on s'est dit, allez hop, on met un sorgho fourragé derrière les prairies. Donc on a fait un semis de sorgho fourragé. La levée a été un petit peu compliquée, mais bon, finalement, voilà, ça a levé et on a fait pâturer du sorgho fourragé. Enfin, il y a des zones qu'on a fauchées, d'autres qu'on a fait pâturer. Donc finalement, au mois de août-septembre, on avait un sorgho comme ça. Donc fait pâturer au fil, donc un petit peu de tassement, mais le sorgho, il a un super système racinaire, donc ça s'est bien passé. Puis tu restitues beaucoup quand tu pâturages. Il y a beaucoup de gaspillage quand même de sorgho. C'est voilà. Pas très grave en fait, c'est plutôt bien. Non, mais ça s'est bien passé. On a mis une orge d'hiver derrière. Donc alors l'orge d'hiver, super démarrage, donc de l'azote disponible du coup puisqu'on était, sur un an après. On a fait une belle orge d'hiver, on a fait un couvert, on a semé un blé qui s'est bien passé aussi. Et là on a mis un régraditali pour faire une coupure d'1 an avant de repartir sur un blé l'année prochaine. Mais finalement ouais, peut-être que c'est pas la bonne stratégie le blé, c'est peut-être de laisser 6 mois avant d'être. Et le sorgho, c'est 18 mois en fait, le printemps suivant et puis remettre une culture de printemps l'année prochaine. Et le sorgho, ce qui est intéressant, c'est que quand tu le coupes, il refait 90% de racines, la deuxième coupe. Ouais. Et ça, dans les livres un peu agronomiques sur la gestion des prairies, ils disent que c'est vraiment une plante très bien faite dans le système pâturage, les sorghos. Puis en plus, ça coûte pas très cher, les sorgho pippers. Parce qu'en fait, et en plus, il crée beaucoup de sucre et beaucoup de racines qu'on a vraiment beaucoup besoin à un peu décompacter cette surface qui est dure, qui est compactée, ces gros pivots. Et je pense que c'est une bonne interculture d'été. Mais le gros souci du sorgho fourragé derrière la prairie, c'est de réussir justement l'implantation. C'est que c'est de la petite graine. Et tu te dis, logiquement, ça doit bien fonctionner, mais non, en fait, ça a besoin d'avoir un sol qui soit assez fin quand même.
Et l'idéal serait de pouvoir Au monograine faire du limite. travail du sol, Ouais. mais faire du travail du sol sur une prairie au mois de mai, non. Tu dessèches quoi. Alors nous, on a beaucoup varié sur les espèces utilisées dans les couverts entre ce qu'on a pu apprendre au départ et puis qui étaient plutôt axés sur des systèmes grande culture et qui ne sont pas forcément compatibles avec ce qu'on peut faire en élevage. Donc les couverts avec beaucoup d'espèces différentes, nous, ça ne nous intéresse pas forcément parce qu'il y a toujours des trucs qui ne sont pas bons à pâturer, des trucs qui sont toxiques pour les animaux. Et puis, suivant les années, on n'aura pas la même chose. Dans nos sols, ce qui marche bien, c'est très con, mais c'est les graminées. Voilà, les graminées genre Moa. Et ça fonctionne beaucoup mieux que des légumineuses. L'été, les protéagineux, ça fait que dalle chez nous. Enfin, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien, ça ne fonctionne pas. Et même si sur le principe, ce serait les bonnes espèces à utiliser, on n'y arrive pas. Et donc, on est revenu plutôt à utiliser des mélanges très simples, donc des Moa, ça fonctionne plutôt bien. Moa, tournesol, facili, avec, qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre encore, de l'alcool quoi. Colza. Voilà, un truc qui soit très très simple. Et puis un peu de radis chinois éventuellement, parce qu'il y a ce côté sucre qui marche bien. Et puis après, des gros couverts de sorgho. Voilà, c'est ça. Gros couvert de sorgho, ouais. C'est une parcelle qui était historiquement en prairie permanente. Il y avait 3 ou 4 parcelles dans le morceau. Bon, à une époque, on en a eu marre d'avoir des trous et des bosses partout, donc on a fait un triticale en direct, histoire de casser la prairie. On a retravaillé le sol l'année suivante pour reniveler, on a semé un métail à l'automne, on a semé qu'on a moissonné, on a semé un maïs grain au printemps qu'on a moissonné, donc ça c'était en 2018. On a remis du blé, du métail fourrage à l'automne après le maïs, semé à la volée sur les cannes de maïs et recouvert avec un passage de cover crop, juste histoire d'enfouir un petit peu les graines. Donc on a fauché ce métail, on a eu du sorgho fourragé ensuite, on a remis un triticale, on a remis un raigra d'Italie pour une année et là on vient de remettre un blé. Voilà. Elle a eu très peu de travail de sol. Même le maïs était en semi-direct aussi? Le maïs était en simplifié, ouais. Simplifié. En semi-direct mais en simplifié. Et là tu l'as semé quand du coup le triticale? Et là ça fait 10-12 jours. Alors qu'est-ce qui te fait décider de mettre un raigra? C'est intéressant un peu là, un raigra très courte durée là de... C'est des parcelles qui vont bien à mettre en culture parce que tu vois la forme, tu as des grandes longueurs, et puis le site s'y prête bien, elle est bien exposée. Ouais. Donc on se dit que c'est intéressant pour nous de les conserver en céréales et c'est faire une coupure justement entre une céréale et mais puis, courte quoi, pour garder en céréales. Ok. Et dans l'idée d'avoir, avec un fourrage annuel, justement, de faire une grosse production de printemps et puis une bonne deuxième coupe derrière. L'idée, c'était vraiment même de moissonner le raigra l'année passée. Le problème, c'est qu'en fait, le moment de la moisson, ça ne correspondait pas ni avec ce qu'on avait à moissonner. Et on était en pleine deuxième coupe. Donc, on dit, tant pis, c'est pas grave, on va le faucher, Mais voilà, faire de la graine de raigra, c'est une bonne variété. En plus, c'est du limagrin, je ne sais pas plus ce que c'est. Mais voilà, c'est... la semence. Et ça, il y a vraiment des choses intéressantes. C'était plus en Alsace, là, quoi. Des agriculteurs qui font l'alternance métail d'hiver et métail d'été. Ils avaient vu pratiquement un effet de 3 ans de prairie en termes de restructuration. Et du coup, même ces raigras aussi, je pense qu'ils sont très courts, restructurent très bien. Et des fois, on peut faire des très belles choses avec des choses très courtes au niveau sol. Pour le coup, c'est un raigra qui a été semé en mélange avec un métail en octobre dernier, donc au 20 octobre dernier. D'accord. Parce que justement, tu sais, tu te fais avoir, c'est compliqué les implantations de printemps justement de sorgho fourragé. Et on s'est dit, finalement, la solution la plus simple, ça va être, on met le raigra avec à l'automne. L'investissement, il n'est pas énorme. Si on a de la chance, on arrivera à faire une bonne deuxième coupe. Et du coup, on a fait 3 coupes dessus cette année et ça a été pâturé une fois. Donc voilà, l'implantation métail raigra, ça a bien fonctionné. Ça fait pas de semis au printemps. En plus, ouais. Voilà. Ouais. Pour un coût qui est relativement modeste. Ouais. Donc c'était vraiment aussi l'idée d'aller dans le processus de simplification. Et donc là, c'est la fameuse parcelle donc, tu disais que tu avais fait le raigra qui était super, plus là-bas encore, mais il y avait vraiment du raigra qui était haut comme ça. Donc il y a 3 litres de glyphosate, il n'y a eu que ça. Il y a un désherbage racinaire par contre qui a été fait aussi. Ouais. Et je pense que c'est ça qui est important, c'est que des fois on a peur de restituer des choses très vertes qui peuvent être hautes comme tu dis. Et en fin de compte, en 2-3 semaines, ça fait rien, quoi. Et je pense que c'est pour ça que c'est de restituer ces coupes-là d'automne, faut pas en avoir peur parce que ça restitue des choses très folles. Ça fait rien. Hein.
Ça fait 15 Mais ça fait beaucoup pour le sol par contre. Et je pense que ça permet de respecter, comme il conseille un peu là dans le rotation prairie, d'avoir un apport organique, 2 tiers matière brune, donc qui est plutôt ça, et 1 tiers de matière verte. Et je pense de faire une petite coupe de 1 tonne 5, ça équilibre bien ce ratio apport bactérien avec beaucoup de sucre, et l'aspect long terme un peu plus avec les racines. Et en termes de rendement, quand tu fais ces successions-là, est-ce que tu vois des meilleurs rendements de tes céréales que quand tu es derrière prairies plus vieilles ou pas? J'ai tendance à dire que oui. Ça fonctionne mieux dans des parcelles comme ça qui ont eu des prairies beaucoup moins âgées que... Je pense que ouais, c'est quelque chose d'intéressant, c'est l'alternance rapide de choses courtes, intenses. Culture, en fait. Ouais, Après, tu as sûrement un effet sol aussi. Chez nous, les longues durées, c'est plutôt les parcelles moyennes, moins profondes et tout, ce qui fait qu'on est... Oui, c'est vrai. Oui, Oui. peut-être aussi. C'est vrai. Ouais, C'est vrai. Oui, complètement. Celles qui tournent vite, c'est les parcelles... Enfin, chez nous, Ils produisent plus. c'est celles qui sont bonnes, quoi, où on sait que... Non, mais oui, c'est vrai que l'idée, c'est un peu ça. Là, t'as mis du fumier, un truc localisé au Là, SMI, il y a eu du fumier fin août, je crois. fin août. D'ailleurs, on devait en trouver encore. Ouais, il y en a. C'est Ah ouais, du fumier de printemps. ok. Enfin, du fumier qui avait été mis en tas au printemps et qu'on avait pendu donc à l'automne. Mais si, oui, il y a du fumier. Ouais. Et là, est-ce que du coup, tu refais quand même ton apport de phosphore, comme tu disais, en plein ou pas? Je ne sais pas si je le passerai ou pas. Parce que historiquement aussi, il y a eu pas mal d'apports de fumier de volaille les dernières années. Ouais. Et au moins 2 apports sur 2 ans, plus un fumier de bovin là. Ouais. Donc là, pour moi, il ne justifie pas. Et alors, pourquoi tu penses que t'as semé plus profond que ton ancien semoir? Ah oui, c'est sûr. Non, mais pourquoi tu penses? Enfin, qu'est-ce qui a fait que. Parce qu'il referme davantage en fait. Je Il referme sème pas davantage. plus profond, mais comme il referme plus, Pourtant, c'est le même système. oui, mais c'est pas. Non, C'est un pas œuf, exactement, parce que les porte-socs ne sont pas faits pareil. Sur l'ancien, les porte-socs sont vachement larges en haut, et dès que tu vas un petit peu vite, en fait, eh ben, ça te casse tout ce que tu as en surface et ça l'éclate. Ah là, il est plus fin maintenant? Eh ben, ça a toujours été sur les TSM. Oui, mais là, tu dis qu'il était plus large avant, tu dis. Eh ben, sur l'ancien modèle qu'on avait, ouais, c'était des vieux porte-socs, système carré, Ah ouais, ok. vachement archaïque. C'était fait pour du sursemé de prairie, ça allait très bien en Nouvelle-Zélande, ça va très bien chez nous. C'était pas trop adapté pour faire du semis sur des couverts, pas du tout sur des couverts. Mais par contre, pour faire du travail comme ça sur prairie, ça allait au top. Et ça dégageait beaucoup plus la largeur de Ah la ouais. ligne de semis, La ligne de... Ah ouais, mais ça d'accord. bougeait plus de terre aussi. Ouais, ça Donc c'est bouge. pour ça que c'était impossible ou inenvisageable de faire du semis et du désherbage après. Parce qu'en fait, ça te retournait les touffes de dactyle comme ça, tac, ou de régras, Ouais. et tout ce qui était dessous, tout le verre était là. Et Ah le ouais. désherbage, tu l'avais pas. Ah ouais. Ok. C'est pour ça que moi je préfère assurer mon glypho avant, Ouais. pour être sûr de mon coup. Après, on ne sait pas si les conditions météo elles se dégradent et que tu as du vent qui est annoncé et que tu n'as pas possibilité d'aller détruire ta prairie après, en gros ton semis c'est à peu près foutu quoi. Et est-ce qu'il y en a qui ont déjà essayé donc, du semis Ah bah oui, il y a toi qui fait du semis à disque dans les prairies. Il y a que toi, il y a quelqu'un d'autre qui en fait ou pas? T'en fais? T'en fais avec comment? Un peu comme ça, quoi. Enfin, c'était un peu le même système, sauf que c'est un Gaspardo. Nous, on n'a pas de dents, donc comme ça au moins. Ah ouais. Et, non, mais la levée, elle avait été super bonne. Tu sais, je t'avais envoyé la photo, en fait, d'ailleurs. Ouais. Franchement, la levée, c'était magnifique, mais dans la voiture, on en parlait. Nous, on a une grosse problématique, c'est les râteaux-pieds, quoi. Et j'ai l'impression qu'il n'y a que chez nous qu'on a ça. Et nous, ça va nous y faire bourrer, quoi, au semis direct, hein, dans les prairies. Hein. Ah ouais, c'est qu'à un moment, il faut Parce les que, déloger. il y a un moment, il faut les virer, quoi. Il n'y a pas le choix. Et à part la charrue, il n'y a rien d'autre, hein, parce qu'on peut avoir une super implantation. Ah ouais. Et puis après, au printemps, quand ils s'y mettent, les autres, mais ils te retournent tout. Et je pense que c'est ça qui va être intéressant, c'est certains qui font, c'est qu'ils prennent l'air rotatif pour semer leur métail dans les prairies où tu fais un travail très superficiel comme. De toute façon, c'est un travail très superficiel qu'ils font les ratons. C'est pas. Enfin, à 10. 15-20, quoi. Ce travail superficiel qui était fait des fois à l'automne, je pense que ça peut être aussi intéressant. Et sinon, sur le Gaspardo, tu étais satisfait de la levée? Ouais. La Franchement, prairie, elle était comment quand tu l'as... Moi, j'avais roundopé avant. Ouais. Et puis j'avais semé après et l'implantation était... J'avais roundopé, lisier, et après j'ai semé au Gaspardo. Et non mais franchement c'était très bien, mais enfin, et ça, il a, pour dire que là, ils m'en ont bouffé je sais pas trop combien, ça avait quand même fait 70 pesé. Donc Ah oui, j'ai quand même. Ouais, mais enfin... Des fois, quand t'as la finalité. Ouais, non mais l'entrepreneur là, ils ont tous l'indicateur de... Elle peut en manger un peu. Leur gilet
était bon, il sortait à plus de 100. Hein. Ouais. Alors. Même pas les 70. Ouais. Et toi, ouais, tu garderas toujours là-dedans. Enfin, c'est un peu de. T'as déjà essayé du disque en prairie? Bah, oui, à l'époque on a fait les premiers essais. Mais, avec le SD3000, ouais. Ouais. Nous vraiment, quand on a commencé, c'était l'idée de le faire en investissant assez peu. Ouais. Tiens, les Auvergnats ils sont radins. Donc, pas gaspiller trop d'argent. Mais non, ouais, c'était ça. C'est pas investir dans de la ferraille. Ouais. Donc il faut le minimum, c'est tout. Et un investissement en smart à disque aujourd'hui, soit tu achètes un truc pas cher qui est rincé, Ouais. et tu as des frais de mise en. Et ça te coûte aussi cher qu'un neuf à la fin. Voilà, c'est ça. Soit un truc qui soit simple, qui ne demande pas de puissance, parce que c'est hors de question d'acheter un tracteur plus puissant pour traîner le semoir. Donc voilà, l'idée elle est là. Et puis moi, ce qui me plaisait bien, c'est que c'était vachement simple comme distribution. Ouais. Distribution en mousse, tu passes tout type de graines dedans. Tu peux, à part, si tu as besoin d'un poste à souder pour réparer le semoir, quoi. En gros, c'est à peu près ça. Ouais. Donc voilà, c'est simple, tu peux mettre n'importe qui, tu peux mettre ce semoir en location, tu peux, voilà, il n'y a pas de risque, il n'y a pas beaucoup de risques en fait. Ouais. Et puis après, tout le monde disait, mais de toute façon, il y a des pierres chez vous, il y a des cailloux. Alors, c'est le gros inconvénient du semoir, c'est vrai que dès que tu as une pierre qui est en face de la dent, ça la ressort. Alors au départ, après les couverts, on systématiquement passait un coup de rouleau. Maintenant, on le fait plus, on attend le printemps. Parce que quand tu passes à l'automne, ou en fin d'été, le rouleau dans le terrain sec, les cailloux ils vont pas rentrer. Donc on fait le sursemis ou on fait le semis. La dent, avec le système qui vibre, il y a généralement une belle levée. Et puis ça évite surtout que tu refermes ton sillon avec une graine trop profonde. Et sortie hiver au mois de février, tu passes un coup de rouleau, c'est humide, ton caillou il va rentrer, puis voilà, c'est fini. Ouais. En fait, on a adapté la technique au semoir plus que. Ouais, c'est intéressant. Ouais. Et est-ce que tu vois des différences sur tes prairies entre ce qu'on a vu tout à l'heure où il y avait quand même un petit feutre en surface et là où ça va être moins peut-être plus facile à rentrer là-dedans, quoi. Il y a moins ce côté où tu as tout ce feutre sur la surface. Tu arrives à rentrer de la même façon. Ah oui, là-dedans, non, mais tu la rentres limite sur un chemin, quoi. Le principe fait que ça rentre partout, quoi. C'est intéressant par rapport à. Ça, je voulais savoir sur la prairie aussi, quoi, par rapport à du disque, des fois où ça peut être un peu différent. Enfin, moi je pense de toute façon, il faut. Enfin, nous c'est du matériel Puma. Ouais. On en a deux smart à disque et moi je suis partisan de vendre un disque et d'acheter un smart à dent parce que plus les courbes de minéralisation elles sont pas dans toutes les régions pareilles. Et nous au mois d'août, on sait pertinemment que si à peine tu grattes le sol, c'est incomparable que si tu vas avec le Gaspardo, quoi. En semi-direct pur et dur. Hein. Donc pour moi l'idéal c'est d'avoir les deux. Après, nous, les meilleurs sursemis qu'on a fait ces dernières années, c'est grâce au travail de la dent, c'est qu'en fait, le principe du soc, c'est qu'il va casser toutes les racines périphériques autour de la ligne de semis pour assurer vraiment peu de concurrence à la levée des plantes qui sont là. Et le meilleur boulot qu'on ait fait en sursemis, c'est quand on divise la dose par deux et on fait 2 passages croisés. Ah ouais. Ça te fait limite la pression d'avoir un léger travail de soc, mais tu limites la concurrence au maximum, sans détruire la prairie qui est en place. Alors ça te fait le double de passage, ok, mais par contre, en résultat... Et en fait, ça c'est des reculs aussi, faut pas avoir peur de travailler une prairie, quoi. Souvent on a peur, on se dit ouais, faut pas la bouleverser, mais en fin de compte, de la bouleverser, tu la stimules, notamment dans les germes, en surface, ça, faut pas en avoir peur. C'est aussi une des pistes, c'est double passage. Quitte à augmenter ta dose de semis, au lieu d'être sur du 30 kg, tu mets 35 ou 40 kg, tu fais 2 fois 20. Mais il faut vraiment que la prairie, il faut que tu aies un minimum de terre fine pour avoir un bon contact. Et puis il faut que tu assures la répartition. Et en prairie, on l'a fait aussi beaucoup derrière couvert, c'est-à-dire que même avec des semis tardifs, on sème en 2 passages croisés. Donc on met la même quantité de prairie, on augmente même légèrement la densité. Mais on a une répartition dans l'espace qui est beaucoup plus homogène et en production l'année suivante, ça se connaît. Ouais, ça couvre beaucoup mieux. Et ça, c'est vrai que l'aspect densité, notamment chez des bio, on voit vraiment les effets de semer dense. Et même dans des non-bio, de semer des couverts denses, mais 2-3 espèces, pas non plus très diversifiées comme tu dis en système d'élevage, on voit des meilleurs effets. Comme on est dans un système historique prairie où c'est très diversifié naturellement en fait, où il y a beaucoup de matière organique, faut valoriser ça par 1 ou 2, 3 plantes et il faut avoir des grosses quantités, quoi. Et justement, toi en bio, tu fais comment, Sébastien? Pour détruire une prairie? Eh ben, en général, j'essaye d'implanter un tournesol ou quelque chose comme ça après une première coupe au mois de mai. Et là, j'avais ressorti ma pièce de collection, là, un séminateur, qui a d'ailleurs tout semé cette année, on a vu, parce qu'on était
arrivait à être très sale et tout. Et voilà, bon après le problème c'est qu'on a retourné des mottes et qu'il aurait fallu faire un deuxième passage qu'on va faire d'ici une quinzaine d'années. On va ressemer. Après, il n'y avait pas le choix cette année. Et après, je vois autrement, on a eu des... Ouais, t'arrives à bien casser et si le tournesol s'implante, bon, on sait qu'on le ramassera pas parce qu'il n'y en a pas dans la zone. Donc les oiseaux s'en occupent. Mais je vois en affouragement en verre, autrement qu'on travaille pour les chèvres, s'il y a du tournesol, on avale du tournesol. Du coup, tu veux aller voir celle d'en haut, non, où tu as travaillé, non? C'est pareil, c'est du blé d'arrière prairie, mais une prairie qui a 5 ou 6 ans. Vieille prairie. Ok, bon bah on peut aller voir. Ouais.